Bienvenue à Niamey, la capitale du Niger. Ici, la vie quotidienne est liée au fleuve Niger. Ce fleuve est utilisé quotidiennement par de nombreuses familles pour se laver, faire la lessive ou simplement s'amuser. Mais derrière cette proximité avec l'eau se cache un danger silencieux. L'accès à l'eau potable reste limité dans plusieurs quartiers et cette situation favorise un contact fréquent avec de l'eau contaminée. Les plus exposés, ce sont bien sûr les enfants, notamment ceux en âge scolaire. Ces enfants sont particulièrement vulnérables car ils jouent souvent dans l'eau et participent aux activités domestiques en bordure du fleuve. Ce contact fréquent les expose à des risques sanitaires importants, notamment à la schistosomiase, une maladie parasitaire d'origine hydrique, transmissible par contact avec des eaux contaminées. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 30% des enfants dans certaines régions sont affectés par cette pathologie. Alors, comment ça marche ? Tout commence avec une personne malade qui urine ou défèque dans l'eau douce. Les œufs du parasite passent alors dans l'eau. Les œufs libèrent de petites larves appelées miracidium qui nagent dans l'eau à la recherche d'un escargot. Ces larves pénètrent dans un escargot spécifique où elles se transforment en autre forme, les cercaires. Ces nouvelles larves sont capables d'infecter l'homme. Elles quittent l'escargot et restent dans l'eau. Quand une personne entre en contact avec l'eau contaminée, en se baignant, en jouant, en lavant le linge, en pêchant, les cercaires pénètrent sans qu'on le sente. Une fois dans le corps, les larves vont dans les vaisseaux sanguins, se transforment en vers adultes et pondent des œufs qui iront à nouveau dans l'eau par les urines ou les selles. Passons maintenant à un point essentiel, les symptômes et le diagnostic. D'abord, la forme aiguë, souvent appelée la fièvre de Katayama, survient en phase d'invasion. Elle se manifeste par plusieurs symptômes. Une fièvre qui peut être élevée, des démangeaisons ou urticaires, une toux accompagnée de douleurs musculaires, parfois des troubles digestifs comme la diarrhée ou même la présence de sang dans les urines. Ensuite, la forme chronique. Elle s'installe si la maladie n'est pas traitée, se présente différemment selon le type de parasite. Par exemple, pour le schistosoma hématobium, les signes sont surtout urinaires, du sang dans l'urine, notamment à la fin de la miction, des brûlures ou douleurs en urinant, des infections urinaires répétées. Et avec le temps, cela peut entraîner des lésions graves, comme la fibrose de la vessie, voire un risque accru de cancer de la vessie. Alors, comment diagnostiquer la schistosomiase ? C'est simple, mais ça demande de l'attention et du matériel adapté. Première méthode, l'analyse de l'urine. On demande aux patients de donner un échantillon d'urine entre 10 heures et 14 heures, car c'est à ce moment-là que les vers libèrent le plus d'œufs. L'urine est ensuite filtrée ou centrifugée et les œufs sont observés au microscope. La deuxième méthode, c'est l'analyse des selles. On utilise une technique bien connue appelée CATOCATS. Elle permet non seulement de détecter les œufs, mais aussi d'estimer le niveau d'infection. Le troisième outil, c'est l'échographie. Oui, comme pour les femmes enceintes, sauf qu'ici, l'objectif est de repérer les dégâts causés par les vers dans le corps, comme l'hypertrophie du foie, les troubles urinaires ou les atteintes des organes internes. Et pour aller encore plus loin, on peut faire des tests sanguins et le PCR. Malgré la présence d'un traitement efficace, notamment le praziquantel, la maladie reste largement négligée dans les politiques de santé. Pourquoi ? À cause du manque de moyens de la pauvreté structurelle, d'un accès limité à des infrastructures sanitaires adéquates, d'un déficit de sensibilisation et de ressources insuffisantes pour mener des campagnes de prévention efficaces. Enfin, même si des campagnes de traitement de masse existent, ils ne parviennent pas toujours à couvrir l'ensemble des enfants à risque. Cela est souvent dû à un manque de moyens logistiques ou un déficit d'information dans les familles. Nous avons élaboré un projet de prévention et promotion de la santé que nous avons mis en pratique conjointement avec les enseignants et enfants d'une école. Bien entendu, nous avions au préalable discuté du projet avec les autorités locales, les chefs des villages concernés et autres personnes impliquées. Le premier axe du projet, un atelier d'hygiène et prévention, consistait à enseigner aux enfants sur tout ce qui tourne autour de la bilharziose, comment se développe la maladie, les symptômes et comment les détecter tôt, les précautions à prendre et le traitement. L'atelier a été mené directement par les enseignants, avec notre soutien. Il s'est déroulé en classe, de manière interactive, grâce à des comptines, des jeux, des dessins et des schémas qu'on avait préparés ensemble pour faciliter la compréhension et la mémorisation. On a aussi parlé des gestes d'hygiène à adopter au quotidien, comme se laver les mains avec du savon et de l'eau propre. Si l'eau n'est pas filtrée, la faire bouillir reste une bonne solution. On a insisté sur l'importance d'un environnement propre, surtout pour les besoins naturels. Utiliser des latrines adaptées, éviter que l'eau y stagne et surtout ne pas faire ses besoins dans la nature, ce qui augmente les risques de contamination.
Enfin, on a abordé les habitudes autour de la lessive. On a expliqué aux enfants les dangers de laver le linge directement dans le fleuve ou les mares, car c'est là que le risque de contamination est le plus grand. Là aussi, utiliser de l'eau traitée ou bouillie est une alternative plus sûre. Pour la deuxième intervention, on a voulu que les enfants deviennent à leur tour des relais d'information auprès de leurs parents, à l'occasion d'une soirée organisée avec les familles. Avec l'équipe enseignante, on a donc consacré un après-midi à préparer cette activité. Les enfants ont choisi eux-mêmes comment transmettre les infos apprises sur la bilharziose, que ce soit sous forme de chansons, des jeux, des scènes de théâtre, etc. Le but était que les parents comprennent eux aussi les gestes d'hygiène à adopter, mais surtout qu'ils soient capables de repérer les signes précoces de la maladie pour pouvoir réagir vite et ainsi éviter les complications. Les enseignants étaient là pour compléter si certaines informations manquaient. Pour la troisième intervention, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et le directeur de l'école pour organiser la livraison de matériel dans les centres de santé et les écoles. C'était essentiel pour nous que les traitements comme le praziquantel et le matériel de dépistage urinaire soient accessibles facilement pour les familles en lien direct avec la prévention faite auparavant. Nous avons aussi participé, avec le centre de santé local, à la formation de base de professeurs volontaires pour qu'ils puissent si besoin faire les dépistages et donner le traitement. Aujourd'hui, nos partenaires locaux ont repris le projet avec le soutien des autorités sanitaires nigériennes. L'objectif est d'étendre cette prévention à d'autres écoles du pays. Le programme est prévu pour continuer sur le long terme avec 1 ou 2 sessions par année scolaire. Nous gardons un lien avec eux en cas de besoin, mais nous restons désormais en retrait. Les résultats visés avec ce projet sont la réduction du nombre de cas de bilharziose dans les zones concernées par le programme, l'amélioration du repérage précoce des signes par les enfants et leurs parents, et faire en sorte que les écoles et centres de santé aient toujours le matériel et les traitements nécessaires avec des personnes formées pour les utiliser. Dans ce projet, les infirmiers avaient adopté une posture professionnelle fondée sur une approche interdisciplinaire en lien avec les acteurs locaux, comme les enseignants, les agents de santé communautaires et même les chefs du village. Cette posture était également fondée sur une approche culturellement adaptée, respectueuse des pratiques et des savoirs locaux. Elle était également orientée vers l'empowerment communautaire, notamment via l'éducation à la santé et l'implication des enfants dans la transmission des savoirs. Cette approche était donc conforme dans le cadre de la pyramide de la santé publique, laquelle mettait en avant l'importance des mesures préventives et des conditions environnementales, telles que l'eau, l'hygiène et l'habitat, agissant comme un socle des soins de santé en situation de précarité. Et oui, les infirmiers avaient une grande responsabilité. Le rôle des infirmiers ne se limitait pas à transmettre des informations sanitaires. Il s'agissait pour eux d'établir un partenariat respectueux avec les familles, les enfants, les enseignants, les professionnels de santé locaux. Ils s'inscrivaient dans une démarche interdisciplinaire, reconnaissaient la complémentarité des savoirs et valorisaient les compétences de chacun. Cela impliquait une communication claire, interculturelle et respectueuse, ainsi qu'un positionnement d'écoute et de médiation entre les différents acteurs. Et ça ne s'arrêtait pas là, L'infirmier agissait également comme facilitateur de projets. Il identifiait les ressources locales, mobilisait les relais communautaires, comme les enseignants, les agents de santé communautaires, et soutenait la mise en œuvre d'actions concrètes. Il veillait à la cohérence du projet avec les besoins exprimés par la population et s'assurait que les interventions étaient culturellement adaptées. Adopter une posture professionnelle dans ce contexte impliquait pour les infirmiers de reconnaître que les populations locales possédaient des savoirs, des pratiques et une organisation sociale propre. Il ne s'agissait donc pas d'imposer un modèle, mais bien de travailler avec. En ce sens, l'empowerment n'était pas seulement un objectif du projet, mais aussi un principe qui guidait leur intervention. Ce n'est pas tout. Il favorisait également l'autonomisation des enfants et de leurs familles, en les impliquant activement dans les actions de prévention, en adoptant le langage, en utilisant des supports pédagogiques locaux et en encourageant les échanges. Ce positionnement permettait non seulement de renforcer les compétences des individus, mais aussi de soutenir la communauté dans le développement de ses propres stratégies de santé. Je ne lave pas dans la rivière, y a des petits vers qui me font l'hier. Je prends ma bassine, je vais au puits pour rester propre et bien ici. L'eau propre c'est la santé, pas de bain dans l'eau salie. Je vais aux toilettes, je lave mes mains et je dis non aux petits vers malins. Je ne fais pas pipi dans un marais, les œufs des vers c'est trop bizarre.
je prends mes cachets.